Aujourd'hui, on se pose réellement la question de ce qui va se passer pour notre prochaine rentrée. C'est pourquoi je suis très heureuse de recevoir de nouveau Christelle Chomet. Bonjour Christelle Chomet Bonjour Clémence. et merci d'être avec nous ce matin, vice-présidente des Mamans Louves. Et puis nous sommes également, puisqu'aujourd'hui il est question aussi de s'interroger sur quels sont les fondements soi-disant scientifiques, sur qui reposent finalement ces idées qui vont être développées à partir de la rentrée. Eh bien, il y a eu un très très beau travail qui a été fait par Davocratie et c'est pourquoi je reçois aujourd'hui le cofondateur de Davocratie, Thibaut Kerlirezin. Bonjour Thibaut. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous également. Vous êtes consultant en stratégie d'intelligence économique et donc, comme je le disais, cofondateur de ce site Davocratie. Sur ce site, vous avez travaillé, vous avez proposé une analyse des fondements finalement de ces programmes d'éducation à la sexualité. C'est notamment Non, c'est votre... c'est c'est sur le site des Mamans Louves que je l'ai fait. D'accord. Ah bah voilà, très bien. Et mais c'est le cofondateur de Davocratie qui l'a fait avec vous, Gregor van der Eycken. C'est ce que je voulais Alors, annoncer. Oui. on s'est partagé la tâche, c'est-à-dire que j'ai fait la cartographie, écrite, donc j'ai rédigé le rapport et Grégor, qui est le cofondateur de Panagramme, donc qui est la cartographie visuelle, que je vais utiliser, a transcrit, l'essentiel de l'étude, en représentation visuelle pour que je puisse la présenter plus aisément. D'accord. Alors, justement, on va parler de tout ça. On va regarder, ce tableau, cette analyse que vous avez faite. Christelle, pourquoi, justement, vous êtes tournée vers, Davocratie et leur travail, par rapport à ce que vous faisiez déjà et au travail d'alerte que vous faisiez déjà sur l'éducation des enfants? Oui, alors, j'ai eu, la joie de rencontrer, Thibaut qui est mobilisé aussi, sur la question, de l'avenir des enfants et qui est spécialiste en fait tout simplement de, l'analyse des différentes, structures, ONG, à travers le monde et sur différentes thématiques et alors, moi, j'avais besoin d'aller plus en profondeur, sur la question donc de l'éducation à la sexualité, notamment sur, la base de référence, qui, est donnée aux politiques de santé sexuelle, pour les pays d'Europe, tout simplement avec les standards européens. Donc en fait, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que c'est un document donc qui est cité, bien dans le rapport du Haut Conseil de l'égalité, par exemple, ou encore, sur, des analyses faites par Santé publique France qui nous dit que, il faut s'appuyer sur ce document pour la mise en place de cette éducation à la sexualité et j'ai, tout de suite, au démarrage, de nos travaux sur ce sujet, découvert qu'il y avait des spécialistes de l'enfance, des sommités, notamment comme Maurice Berger, qui dénonçaient les standards européens d'éducation à la sexualité. Par exemple, dans le livre qu'ils ont coécrit avec Eugénie Izard pour le REPPEA, qui est une association de protection de l'enfance. Donc je me suis dit, pourquoi ces standards sont-ils dénoncés alors qu'ils sont censés être la base de référence pour la mise en place donc objective en tout cas de cette éducation à la sexualité et donc, qui sont finalement les personnes sur lesquelles on s'appuie, pour pouvoir rendre effectif tout cela? Et donc c'est à ce titre que j'ai sollicité Thibaut en lui disant: «Bien, j'aimerais bien, que tu regardes quelles sont les différentes organisations qui sont en lien avec la rédaction de ces standards». Et donc rapidement, en fait, quand il a commencé à analyser, quelles étaient donc les personnalités citées, notamment dans la partie B du document, hein, des standards de l'éducation à la sexualité, qui est consacrée à la littérature scientifique sur le développement psychosexuel de l'enfant, il a rapidement découvert qu'il y avait, donc, des personnes citées qui posaient problème à plus d'un titre et c'est Oui. ce qu'il vous présentera, aujourd'hui. Ce qu'il faut aussi savoir pour remettre du contexte pour vos auditeurs, c'est que, de par, de nombreuses familles, qui, donc comme tu l'as dit, Clémence, en début d'émission, avaient leurs enfants qui étaient revenus traumatisés de ces séances d'éducation à la sexualité, parce que, des intervenants leur avaient, parlé de sexe, en fait, au sens strict, en détaillant des pratiques sexuelles comme la pratique de la fellation, la sodomie et cetera et donc en fait, ces concepts-là sont des concepts qui consistent à anticiper le questionnement des enfants
Et dès lors qu'on connaît le développement des enfants, on sait pertinemment que c'est tout l'inverse de ce qu'il faut faire et c'est bien ce qui est dénoncé par ces spécialistes. Donc on a vraiment voulu aller plus loin pour savoir sur quoi on se basait, pour mettre en place toute cette politique de santé sexuelle, notamment en France, qui répond aussi, disons-le, à un agenda, de stratégie de santé sexuelle pour la France, agenda appelé 2017 à 2030. Et donc là, sans plus attendre, ben, je vais inviter Thibaut Oui. à détailler tout simplement qui sont, ces censéments scientifiques, sur lesquels s'appuient, eh bien, ces documents de référence. Voilà. Alors, on vous écoute, Thibaut Kerlerzin, puisque c'est vrai, vous avez fait un énorme travail que vous nous révélez ici en direct. Donc, merci infiniment de prendre le temps de nous montrer tout ça, parce Non, que je avec pense que plaisir. c'est fondamental. Histoire que ça parle concrètement aux parents, aux auditeurs, je vais commencer par des citations. Je vais citer 3 personnes que vous trouverez dans le rapport. Donc, le premier qui parle, je cite, de relations pédophiles réussies qui aident et encouragent l'enfant, même si l'enfant accepte souvent des relations sexuelles en recherchant réellement confort et affection. Mmh. Deuxième citation, si une rencontre, donc d'une autre personne, si une rencontre entre un enfant et un adulte était consensuelle et mutuellement agréable, de quelle manière pourrait-elle ou devrait-elle être considérée comme nuisible? Fin de citation. Troisième citation, un stéréotype suggère que les conséquences de la pédophilie pour l'enfant sont dévastatrices. Elles peuvent l'être, mais souvent ne le sont pas. Il s'agit d'une question complexe et 3 distinctions cruciales doivent être faites ici. La première consiste à distinguer des expériences consensuelles, entre parenthèses pédophilie, de celles qui ne le sont pas, entre parenthèses viol d'enfants. Je termine D'accord, ouais. ici pour mes citations. C'est oui, Euh, c'est donc ces 3 c'est personnes, assez éloquent, hein, donc parce que là, on va presque plus loin que Gabriel Maznev avec ses citations. exactement, bah, ces trois personnes en fait sont donc des défenseurs des relations pédophiles et vous pouvez les trouver pris en référence dans la note 27 de l'étude des standards européens d'éducation à la sexualité ce qu'ils appellent la digression sur la notion de citoyenneté sexuelle. Ces 3 personnes, donc vous avez Gunther Schmidt, vous avez Jeffrey Wicks et vous avez Ken Plumer. Donc, je vais m'attarder ici surtout sur Gunther Schmidt, Mmh. puisque il est d'autant plus problématique qu'ensuite on va le retrouver, lui, dans les profils qui sont cartographiés, qui sont pris en référence dans la littérature sur le développement psychosexuel de l'enfant. Savoir que Gunther Schmidt aussi, il a écrit dans un journal qui s'appelle Archive of Sexual Behavior. Et ce journal, lui, a été fondé par quelqu'un qui s'appelle Richard Green et qui était un grand promoteur de la pédophilie. Et il a écrit, Schmidt a écrit avec quelqu'un qui s'appelle Volkmar Sigusch, donc un de ses collègues, et ils ont écrit sur la sexualité infantile en fait dans les années 70. Et Sigusch, là, vous avez une citation qui s'affiche. Il écrivait l'érotisme enfantin n'est pas seulement plein de délices, il est également nécessaire. Eh Sachant ben, que ouais. Schmitt n'est jamais revenu sur sa promotion de la pédophilie, puisque en 2002, il a écrit un article qui s'appelle Le dilemme du pédophile masculin, dont vous retrouverez les références et les citations dans mon étude, et que dedans, il disait que en fait, le pédophile ne doit pas être méprisé, mais qu'il mérite le respect parce qu'il réfrène beaucoup ses pulsions et que c'est très très dur pour lui. Et donc le fameux Richard Green qui a fondé cette revue où écrit Schmitt, lui, il a reçu la médaille Magnus Hirschfeld. Donc Hirschfeld, vous savez, c'est celui qui avait fondé la première clinique transgenre sous la République de Weimar. Ouais. Et Richard Green était un proche de Thomas Carroll. Et Thomas Carroll a fondé un groupe dont était proche Schmitt et d'autres personnes que vous verrez cartographiées dans les profils rouges, qui s'appelle le Pedophile Information Exchange, qui en 74, était fondé en 74, je crois que ça dure une dizaine d'années. Et eux, ils voulaient en fait légaliser la pédophilie. Et en 80, ils ont proposé la création d'un groupe d'ouverture des droits à la pédophilie et de droits sexuels de l'enfant, choses comme ça. De toute façon, vous retrouvez tout là-dedans. Oui. Vous verrez que tout est cartographié ici, dans le rapport. Et je me suis permis de mettre des citations qui étaient longues, hein. Donc vous avez ici Schmitt, vous voyez Schmitt. Et en dessous, vous voyez d'autres personnes, les 2 autres personnes que j'ai citées précédemment. Vous avez Jeffrey Wicks, qui a des citations, il y a des longues citations, hein, dessus. Et il prend en référence aussi Thomas O'Carroll, donc le fondateur du Pedophile Information Exchange. Vous avez beaucoup de captures, comme ça vous verrez un petit peu ce que Oui, c'est cette très personne a parlant, hein. déclaré. Exactement. Mais Et ensuite, oui, non, juste une question, ensuite avant de continuer, évidemment l'analyse de tout ce très, très gros travail que vous avez fait, d'analyse des personnes qui sont à l'origine de ce mouvement de pensée, on va dire. C'est qu'on voit bien tout de suite, hein, que ce ne sont pas du tout des personnes isolées, enfin que ce discours n'est pas du tout isolé, en fait. Il est très organisé.
Oui, bien sûr. Et il est retentissant, je veux dire, il est très suivi. Ah oui, oui, bien sûr. Bah oui, il est suivi, il est pris en référence par le groupe d'experts. C'est-à-dire que c'est le groupe d'experts. Savoir que alors la littérature, ceux qui sont présents dans la littérature, déjà, il y en a certains qui sont morts. Je prends les plus vieilles sources, il y a des personnes qui sont mortes. Mmh. Ils ont été prises en référence pour ce travail. On n'a pas demandé à ces personnes, est-ce qu'on peut prendre votre travail? Mais le groupe d'experts qui a élaboré les standards d'éducation à la sexualité a décidé qu'il fallait prendre ces gens-là en référence et qui C'est dingue. constituaient le corpus Ouais, ouais. intellectuel qui permettait d'élaborer ces standards d'éducation à la sexualité. Mmh. Ah. Donc en troisième personnalité, que j'ai citée, et je suis même pas encore dans les profils rouges. Là, je suis vraiment dans une bibliographie de référence. Il y a diverses organisations qui ont déjà été analysées par d'autres personnes, donc moi, là, je me concentre sur les personnalités. Donc vous avez Ken Plummer, et Ken Plummer, ce qui est intéressant, c'est qu'il a été influencé par John Gagnon, et John Gagnon est quelqu'un qui écrivait dans une revue qui s'appelle Paedica, dont le sous-titre était La revue des pédophiles. Ah Il y a oui, d'autres personnes qui écrivent dessus. Vous d'accord. avez voyez ici le nom, à gauche de Theo Sanford, dont je vais reparler puisque Theo Sanford a été membre du comité de rédaction de Paedica et lui, il est directement cité dans, la littérature sur le développement psychosexuel de l'enfant, on va le revoir. Sachant que Ken Plummer a été membre lui aussi du Pedophile Information Exchange. Il a fondé une revue qui s'appelle Sexuality, donc vous devinez l'orientation. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il disait: «Oui, mais en fin de compte, il y a pas de preuve vraiment que les relations pédophiles soient traumatisantes». Vous verrez, vous verrez ici bah, j'ai mis des captures. Et ce qui est intéressant, c'est pour battre en brèche, l'idée, que les relations pédophiles soient traumatisantes, il s'appuie sur John Gagnon, justement. John Gagnon qui était chercheur à l'Institut Kinsey et qui a écrit donc dans la revue Pédophile. Et il dit: Mmh. «Bah oui, mais John Gagnon, il montre qu'en fait, c'est pas un pédophile dit que les relations pédophiles ne sont pas traumatisantes». Voilà, c'est un petit peu ça Oui, qui est, oui, c'est ça. C'est en fait, à chaque fois, l'argument d'autorité, c'est le plus pédophile qui est à sa droite. Oui, c'est très intéressant. exactement, c'est Mmh. exactement ça. Ensuite, dans les profils rouges, vous avez plusieurs personnalités. Donc je vais pas tous les faire les uns après les autres. Je vais vous en citer, 2 ou 3 pour la forme. Vous avez, certains brièvement et d'autres plus longuement. Vous avez John Bancroft ici, par exemple. Mais John pardon, qu'est-ce que Bancroft. vous appelez profil rouge avant qu'on Ah développe? oui, excusez-moi. Alors en fait, il y avait une cinquantaine de profils. Mmh. Heu, donc j'ai dû les diviser, puisqu'en fin de compte, ils sont tous pas aussi problématiques les uns que les autres. Donc ici, vous avez des profils verts. Chacun représente environ une proportion d'un tiers, hein. Mmh. Vous avez environ un tiers de profils verts, c'est-à-dire pour moi des gens qui posent pas de soucis sur les questions, de promotion de la pédophilie ou autre. Il y a des gens qui sont, assez pertinents sur l'éducation à la sexualité. Il y a des gens comme Jean-Yves Hayès qui sont opposés à la pédophilie. Vous avez des profils jaunes qui eux, je les ai mis je voulais pas être trop subjectif, donc je les ai classés en jaune, parce que leurs travaux interrogent déjà. Il y en a beaucoup en fait, c'est assez autoréférent. Dans le groupe d'experts, ce qu'ont déjà montré les Mamans Louves, la plateforme Jonas, ou SOS Mmh. Éducation, encore d'autres personnes, c'est que, l'essentiel du groupe d'experts se compose de membres de branches de, la Fédération internationale pour la planification familiale. C'est-à-dire, c'est autoréférent sous une apparence de diversité, on dirait Ouais, l'effet ouais. réseau Soros, quoi. Et dans les profils jaunes, vous avez des personnes qui sont prises en référence dans cette littérature sur le développement psychosexuel de l'enfant, qui sont elles-mêmes membres, en fait, de ce groupe d'experts. Vous avez une personnalité en particulier qui s'appelle Erika France, sur laquelle je vais m'arrêter un instant puisqu'elle, elle est une de celles qui me pose le plus Question? problème. Ouais. Heu, excusez-moi, voilà, Erika France. Et donc Erika France, elle fait partie d'une organisation qui s'appelle Sensoa, qui elle est directement rattachée en fait au planning familial. C'est une organisation flamande. Et ce Mmh. qui est très problématique dans un rapport en néerlandais, enfin en flamand quoi que j'ai lu de Sensoa, c'est que, Erika France a écrit, en fait fait la promotion, enfin Sensoa fait la promotion d'enseignements, à destination d'un public de 3 à 11 ans. Et vous avez un livre qui s'appelle J'ai vu 2 ours, donc vous voyez le rapport à l'écran? Vous voyez le rapport qui s'affiche à l'écran ou pas? Oui, 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 on le Oui. voit, ouais, tout à Ouais, fait, oui. d'accord, très bien. Et donc, il y a plusieurs questions qui sont posées. Genre, y a-t-il aussi des animaux homosexuels ou lesbiens? Donc c'est pour les enfants de 3 à 11 ans quand même, hein. Ouais, ouais. Combien de partenaires sexuels les gens ont-ils en moyenne? Que signifie homo-lesbien? Bah Jeune oui, et vieux, c'est tout le sûr que c'est monde tout le à fait fait, il 3 n'y a ans qu'une ça, règle, oui. vous devez aimer tous les 2. Qu'en Mmh. pensez-vous? Voilà, exactement. Comment jouis-tu? Qu'est-ce qui est vrai? Lorsqu'un C'est homme dingue. excité, il a un pénis sans érection. En caressant ou en léchant cette érection, en ayant des relations sexuelles, on peut faire jouir un homme. Blabla, pareil pour la femme. Donc, c'est ça qu'on apprend aux enfants de 3 à 11 ans. Mmh. En dessous, vous voyez donc des représentations, du corps enfant, OK? Et puis là, vous voyez des organes qui sont représentés, mais de manière pubère. Vous voyez tous les Ouais. poils, donc ce sont des organes génitaux adultes.
Et en dessous, vous voyez, comme on retrouvait sur le site On s'exprime du gouvernement français, Oui, vous c'est ça. voyez en fait des petits nounours qui sont en train de faire toutes les positions Ouais. sexuelles. Et donc voilà, cette personne fait partie du groupe d'experts et elle est en même temps prise en référence dans la littérature, si vous voulez. Là, on Voilà, voit vous bien, en avez tout cas, c'est vrai qu'avec l'histoire des petits nounours, bon, alors finalement, ils ont mis des lapins et des nounours, ils ont un peu varié, mais on voit bien à quel point l'influence était importante de cette femme, là, Erika France. ouais, c'est ça, l'idée reste la même, si vous Mm. voulez. Ensuite, il y a d'autres profils qui sont aussi problématiques. Manfred Berger, qui est ici, par exemple, Berger, je sais pas comment on dit, Berger, je pense. Lui, il relate, vous verrez dans le rapport, il relate des affaires où il y a dans des jardins d'enfants expérimentaux des années 70, il y avait enfin, les enfants qui se reniflaient les organes génitaux et de manière explicite. Ils jouaient au gynécologue, l'obstétricien entre un garçon et une fille, déjà à cet âge-là, si vous voulez. Vous avez une autre personnalité qui, elle, est une des plus problématiques. Enfin, je dirais une des plus problématiques, mais en fait, elles sont toutes problématiques. Donc, je radote un peu. Il Mm. s'appelle Thor Longfelt, qui est hélas méconnu, et qui, lui, je vais peut-être vous monter un petit peu cette personne avec le panagramme quand même, puisqu'il il vaut le coup aussi. En fait, Langfeld, il a été proche d'un groupe de travail aussi sur la pédophilie, euh, qui s'appelle pardon, Pédophile Arbeitsgruppe, vous voyez ici. Mm. Et là, ce qu'on retiendra surtout, c'est qu'il a défendu. Alors, il a écrit un livre en 86 qui s'appelle Si tu veux, tu es autorisé, ou quelque chose comme ça. Si tu veux, Attends, c'est autorisé, c'est ça? ouais, si tu as envie, c'est autorisé. Oui. Euh, Excusez-moi, je crois que Langfeld est un peu plus bas. Voilà, vous voyez la couverture. Il y a des enfants qui sont nus ici dessus, 2 enfants qui sont nus. Mm. Et donc le livre, alors toutes ces informations, je précise que je les prends d'une base qui s'appelle, des encarts, d'une base qui s'appelle Newgone, et donc c'est une espèce de wiki des pédos, mais D'accord. qui se revendique globalement comme tel. Ouais, ouais. Il marque, voilà, on a été lancé, YesMap, lancé en 2022. C'est la plateforme de communication de l'organisation Newgone. Alors, a Minor Attracted Person, donc ils appellent ça comme ça, en fait, les Mm. pédos, des Mm. personnes attirées par les mineurs, un groupe d'activistes inclusifs qui a été fondé en 2007. Et j'ai trouvé énormément d'informations sur ces personnes-là Oui, sur parce ce qu'ils ne site. s'en cachent pas finalement, même c'est de la revendication là. C'est ouais. Oui, oui, c'est la revendication. Et eux, dans leur tête, ils différencient la pédophilie et le viol d'enfants. Donc pour eux, il n'y a pas de problème. Voilà, donc ce livre de Langfeld, c'est si vous voulez, vous êtes autorisé à propos de la sexualité des enfants. Et ce qui est très perturbant par rapport à Langfeld, c'est qu'il a défendu quelqu'un. En 2010, il a été le thérapeute et le défenseur de quelqu'un qui s'appelle donc Erik Andersen, un pédocriminel suédois qui s'appelle The Pocketman. Et The Pocketman, depuis 1976, donc jusqu'à 2010 à l'époque, il avait été accusé d'avoir commis des agressions sexuelles sur plusieurs centaines d'enfants. D'accord. Voilà. Et comment il le Voilà un défendait peu alors? le. C'était quoi Comment? son explication? C'était le consentement? Enfin, comment il Je ne cherchait sais à le pas, défendre? je suis pas allé jusque-là, je me suis arrêté là. D'accord. Parce que quelle est la Euh, frontière, selon eux, entre, justement ces minors attracted En fait, et il, les pédophiles, criminels? en fait, il considère Enfin que le viol, oui. l'information officielle. Ensuite, il y a peut-être des gens sincères dans ces pédos, il y a peut-être des gens qui sont juste des gros violeurs d'enfants. Quand je dis Mmh. sincères, je peux comprendre, c'est-à-dire il y a une pathologie mentale, Oui, mais voilà, sans désir de nuire, je mets beaucoup oui. de guillemets à Enfin, ce que je dis, disons mais qu'ils croient à voilà. leur propre Je, je- discours, c'est pas seulement une façon ouais, de se décriminaliser. j'explique, Oui. je m'excuse pas. Donc je pense que c'est ça. Mmh. Euh, non, c'est la seule question que je pourrais trouver. Il y en a deux types différents. Ils disent, mais non, l'enfant de 6 ans, il est consentant. Il n'est pas pédophile. C'est comme Ken Plummer, dont je vous ai parlé plus tôt, où il parle, lui, de relations avec des enfants de moins de 6 ans. Mmh. Il dit la plupart des pédos, enfin des éphébophiles, des pédophiles, ça se fait avec des jeunes ados. Et les relations avec les enfants de moins de 6 ans sont rares. Le mec, il parle de relations alors qu'en fait, c'est du viol, quoi, Mmh. en dessous de 6 ans. Oui. Euh, voilà. Une autre personnalité qui s'appelle Alan McKee. Alors lui, c'est intéressant parce qu'il est pris aussi en référence dans un autre document qui sert dans la base éducation 2030, donc les objectifs de développement durable de l'agenda 2030, et qui s'appelle les principes directeurs internationaux, donc l'édition révisée, des principes directeurs internationaux d'éducation à la sexualité des Nations Unies, l'OMS. Enfin, l'OMS, c'est une agence des Nations Unies de toute façon. Et Alan McKee, bah, c'est un drôle de bonhomme aussi, puisque vous verrez, vous pourrez voir dans son profil, donc il se dit expert en divertissement. Et pour lui, il y a la pornographie sur les enfants. Bon, avec les enfants, il y a pas beaucoup de soucis avec ça. Euh, c'est pas, il n'y a pas de problème. Et il fait partie aussi d'une branche du planning familial. Et ce qui est intéressant, c'est que lui, il met en avant la prostitution comme un métier qui serait peut-être un peu mieux que d'autres métiers. Il dit, bah ouais, il y a des métiers dans le tertiaire qui sont fatigants, qui sont mal payés. Et en fait, bah, ça s'affiche à Okami, à Maquis.
Il dit: «Bah, dans le tertiaire, en fait, dans la prostitution, bah, ça peut être mieux payé et cetera, donc ça peut être un métier qui, en fin de compte, comme un autre, mais qui est mieux». Ce Mmh. qui est intéressant, c'est que son compte Twitter, il l'a supprimé, donc vous pouvez le retrouver avec la Wayback Machine d'archive.org. Il y a un de ses sites avec ses tutoriels avec des actrices porno notamment, je sais pas si on peut montrer ces images-là sur YouTube, qui lui aussi a été supprimé, que vous pouvez retrouver avec la Wayback Machine. De toute façon, j'ai tout mis, hein, dans le rapport, vous avez les sources et heu et il fait des autres articles, notamment sur la pénétration anale hétérosexuelle passive. C'est à destination des ados, hein, tout ça. Pornographie pour les ados, pénétration anale, hétérosexuelle passive pour les ados, et puis, bah, voilà, les effets positifs de l'éjaculation. Donc en fin d'études, je ne vais pas en traiter là, mais j'ai mis, des études dissonantes, hein, par rapport aux relations sexuelles précoces, à la masturbation, à ses effets, parce qu'il y a des effets positifs, mais il y a des effets négatifs, à l'éjaculation, ce que peuvent entraîner les abus sexuels puisque en Mmh. fin de compte, le 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 groupe d'experts de ces standards ne donne qu'un son de cloche. Ils disent: «Voilà, la science a dit que», mais en fait, il y a beaucoup d'éléments dissonants. Il y a d'autres études qui prouvent qu'au contraire, ça ne va pas du tout dans ce sens-là, quoi. Ouais. J'ai mis quelques pages dissonantes à la fin et donc il parle de, voilà, d'hétérosexuels, enfin des relations aussi, sur la prostitution. De plus en plus de travailleurs du sexe, en particulier les femmes, parlent d'eux-mêmes, de leurs expériences. Nombreux sont ceux qui soutiennent que même si le travail du sexe n'est pas parfait, il est aussi bon, voire meilleur que de nombreuses autres formes de travail, en particulier les types de travail mal rémunérés dans l'industrie des services qui sont généralement disponibles pour les femmes et les personnes. Ouais. Donc voilà, je vais peut-être arrêter mon panorama ici, mon inventaire à la travers, mais vous avez, l'idée des profils que vous pouvez trouver, Et donc, en fin vous de disiez c'est un tiers, non, juste avant qu'on ne redonne la parole ouais, à Christelle j'ai Chaumet. trouvé un tiers à peu Oui, près, donc un ça tiers veut à peu dire que près, sur l'ensemble des références, parce que vous avez fait un travail en fait très objectif, hein, vous avez juste tout référencé j'ai et essayé, ouais, vous ouais. en avez organisé un tableau. Sur l'ensemble des références qui sont les références qu'on risque de retrouver donc de ce programme d'éducation à la sexualité à partir de la rentrée, on a un tiers à peu près, bon, disons sans vague, sans souci, Ouais, un tiers clairement dangereux, porté sur la pédophilie et co, on va dire, on va pas rentrer dans les détails. Et puis ouais, ouais. un autre tiers, plus enfin Je entre dirais les celui-là 2, la caution, tendancieux. que si ça tenait qu'à moi, je les aurais mis dans le profil rouge, mais je dirais rouge, plus clair, moins foncé peut-être. Oui, Et c'est des gens qui prennent en référence les travaux, d'Alfred Kinsey, oui. ils les prennent en note, en référence Alfred Kinsey, et faut peut-être rappeler qui c'est? On l'avait déjà fait avec ouais, bah, Christelle Chaumet? Oui. c'est un pédocriminel, en fait. C'est un pédocriminel qui a fait des études falsifiées, avec notamment des orgasmes sur des nourrissons, des orgasmes sur des petits enfants, Ouais. contre leur volonté et puis qui en a tiré des données. Moi j'ai connu Alfred Kinsey par Marion Sigaud, hein, par les travaux de Marion Sigaud. Voilà. Vous avez ensuite il a inspiré, notamment Marie Calderon, qui est la fondatrice du SICUS, qui est l'ancienne directrice de la Fédération internationale pour la planification familiale et Marie Calderon. Donc le SICUS, c'est Sexual Information Education ou quelque chose comme ça. Mmh. US, c'est US, à la fin c'est pour les États-Unis, c'est aux États-Unis et qui est pris en référence aussi, très régulièrement dans les standards de l'OMS. Sachant qu'il y a une autre personne que je cite aussi dans le rapport, qui s'appelle John Monnet, qui est pas pris qui est pas pris en référence, mais dont un des pédos, des profils rouges, a reçu un prix de John Monnet, en fait, c'est qui prend John Monnet en référence. Monnet a lui, été, très proche de Kinsey mémoire. En tout cas, ce dont je suis sûr, c'est qu'il est pris aussi en référence sur Siculus. Donc on comprend, Monet, il ouais. a été connu parce qu'il était le boucher de quelqu'un qui s'appelle David Reimer, transformé en Brenda Reimer. Et quand le petit gars, son sexe a été mutilé quand il était gamin, en fait, Monet lui a fait une chirurgie de réattribution de genre. Et Reimer a fini par se suicider. Et quand il était ado, il a dit à ses parents: «Vous me renvoyez chez Monet, je me suicide». Ouais, Et bon, plus tard, il a quand même fini par se suicider. Et Monet est pris, voilà, d'accord. par Siculus, comme référence à plusieurs reprises par Siculus. Et donc, pour résumer, on voit bien donc on a quand même 2 tiers des références qui posent problème. On peut le dire au moins comme ça. Oui, 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 Heu, on en a qui posent gravement problème, ouais. un tiers qui pose, assez sérieusement problème. Mmh. Dans le groupe d'experts dont j'ai pas traité ici, vous le retrouverez dans le rapport, il y a d'autres gens qui l'avaient déjà cartographié, comme j'ai déjà dit, j'ai essayé de trouver des informations complémentaires. Par Oui. exemple, Erika France avec le rapport en néerlandais, qui apporte des infos, je pense, supplémentaires. Et vous avez, hormis ces profils rouges, vous avez, quand même trois personnes qui sont prises séparément. Alors Gunther Schmidt, on le retrouve dans les profils rouges, comme je l'ai dit. Vous avez là Jeffrey Weeks et Ken Plummer, dont je vous ai cité un peu le pédigré Ouais. et puis, certains propos, qui eux sont même pas dans les profils rouges, ils sont en plus. Parce que la littérature sur le développement psychosexuel de l'enfance, c'est le grand B.
dans la France, vous avez grand C curricula, des documentation pédagogique, enfin j'ai tout cartographié de toute façon. Et vous avez, dans le A, vous avez donc références bibliographiques, générales quoi, vous avez ces 3 pédos-là, Günther Mmh. Schmidt, Jeffrey Wicks et Ken. Oui. Alors, Thibaut Kerlerzin, merci infiniment d'abord pour le travail que vous avez fait. Ouais, pas de Et souci. on va en parler avec, Christelle Chaumet puisque, grâce à ça, je veux dire, les choses sont claires. Il est difficile de contester, le fait que évidemment ces programmes seront ou seraient nuisibles. Je sais que vous devez bientôt partir. Je voudrais vous poser une dernière question avant que vous ne partiez, mais je vais me tourner un petit peu vers Christelle Chaumet. Hem, Dernière avant que oui, j'oublie, si je dois partir oui, plus tôt, le panagramme que je vous ai exposé, il est disponible sur le site des Mamans Louvre. oui, C'est-à-dire tout le on monde peut va y re avoir ouais. accès et le manipuler. On Voilà. va remettre, tous les liens, toutes les informations évidemment pour ce travail, important que vous avez réalisé. Christelle Chaumet, comment, c'est vrai que j'imagine que vous-même qui étiez au courant, vous avez dû tomber de votre chaise en voyant toutes ces références, on va dire nuisibles? Alors j'en ai pas été étonnée. Par contre, ce qui m'a interpellée, c'est le fait que, voilà, tout ça est dénoncé quand même depuis, 2017, hein, je le disais, en amont, enfin en préambule de l'émission. Mmh. On savait effectivement que sur ce groupe dit d'experts qui ont rédigé les standards européens d'éducation à la sexualité, sur les 19 membres, il y en a 16 donc qui ont des liens d'intérêt avérés avec l'IPPF, donc le planning familial américain. Donc déjà en termes d'objectivité, ça posait question. On avait des veilleurs vigilants, qui avaient, déjà dénoncé des travaux de Sécus puisque en lien directement, des travaux d'Alfred Kinsey Oui. en lien direct avec, l'organisation Sécus dont vous a parlé Thibault. Donc on savait évidemment que ces matrices en fait qu'on retrouve, dans, les standards européens qui posent question à plus d'un titre à tout professionnel de l'enfance, digne de ce nom. On savait évidemment qu'il y avait déjà des problématiques, mais globalement, ça restait assez suggestif puisqu'on nous disait, voilà, les matrices, elles ressemblent étrangement à des travaux, qui ont été, donc faits précédemment par ces organisations. Sauf que là, effectivement, je pense que ce travail, en fait, boucle la boucle parce Mmh. que tout simplement, on est face à des références qui sont, claires, qui sont accessibles, qui sont citées, dans la base bibliographique, de ces standards et qui disent bien leur nom. Enfin moi, Mmh. la question vraiment, et c'est ce qui m'a fait tomber de ma chaise, mais je me suis dit, enfin en tout cas, il me semble que quand on est normalement équipé psychiquement, ça peut que choquer de se dire qu'on a un document qui sert de base de référence, à la Un mise en programme place, d'éducation d'enfants, oui. voilà, tout à fait et qui tire finalement, une science qui n'en est pas une et clairement, enfin, à moins que la pédocriminalité soit une science, va falloir m'expliquer comment un document pareil a pu être validé par tous ces pays européens qui adhèrent aux, Oui, standards européens. Alors souvent, Clémence, c'est important de le dire parce que vous allez sans doute l'entendre, on voit dans les fact-checkers notamment, de Libé, hein, alors, moi j'ai envie de dire Libération, franchement, qui parle des enfants, au oui. secours. Mais bon, peu importe, on les entend dire: oui, mais les standards européens n'ont pas de valeur contraignante. Alors, c'est sûr, ils n'ont pas de valeur contraignante puisque c'est un document qui sert de base de référence, mais qui est affirmé par, en tout cas, la France, puisque c'est cité, je le rappelle encore, ces documents-là, ces références onusiennes dont les standards européens sont clairement cités dans des documents de Santé publique France et dans des documents du Haut Conseil de l'égalité, avec le rapport qui a été fait notamment au sujet de l'éducation à la sexualité. Donc, moi, ce que je dis aujourd'hui, et j'appelle vraiment tous les professionnels de l'enfance, tous les parents de ce pays, ainsi que les politiques. On l'a déjà dit avec le rapport de SOS Éducation, certes qu'il fallait rompre avec ces standards européens d'éducation à la sexualité, parce qu'ils consistent de toute façon à devancer le questionnement des enfants. Mais Oui. là, au-delà, je veux dire, comment continuer à mettre en place des programmes qui s'inspirent directement, qui s'adossent à ces standards, alors même, qui font référence à des travaux pédocriminels. Il Oui. faut rompre de toute urgence avec ces documents. Voilà. Là, on sait qu'à la rentrée scolaire, on a un programme d'éducation à la sexualité qui va être mis en place de l'école élémentaire, jusqu'au lycée. Alors élémentaire, on ne sait pas si Nicole Belloubet s'est trompée en disant du CP, puisqu'à la base, le projet de programme qui avait été rendu par le Conseil supérieur des programmes était de faire cette éducation à la sexualité dès la maternelle.
Se revendiquant effectivement, ce changement de paradigme qui est celui, annoncé par les standards européens, qui Oui, consiste, à décrire la sexualité de manière globale, positive et complète, axée sous la notion de plaisir et non plus s'en tenir à des notions de reproduction et de prévention, notamment, protection, oui, c'est ça. des Oui. maladies, Mmh. voilà, des maladies sexuellement transmissibles. Et puis on n'a pas abordé ce point, mais je pense que vous avez tous entendu rabâcher à la télévision que l'éducation à la sexualité, il fallait absolument qu'elle soit mise en place pour pouvoir lutter contre les violences sexuelles. Mais pardon, moi, je ne pense pas aujourd'hui qu'avec des documents pareils, Bien on sûr. soit dans une dynamique de protection de Alors, l'enfance et de permettre à ces enfants de pouvoir se protéger des prédateurs. Si on doit redire les témoignages qu'on a eus, quand mmh, on va parler à des enfants en leur disant tu peux faire le sexe dans les fesses, ça c'est des exemples mmh, concrets qui ont été signés bien par sûr. mandat de parents qui nous ont témoigné ce qui était Oui, arrivé à et leurs vous enfants. aviez aussi raconté une maîtresse qui avait forcé une petite fille qui, en plus, avait eu un passé terrible, de mettre un préservatif sur une banane, je crois, ou une histoire comme ça. Enfin, on est vraiment dans des violences psychiques, Absolument. terribles. Je voulais, Christelle Chemin, juste comme, Thibaut et Karl Irza doivent nous quitter un petit peu plus tôt, lui poser une Oui. dernière question, concernant et ça finalement ça répondrait peut-être, cette question, à la question que vous vous posez, que je me pose évidemment en voyant tout ça, en voyant cette galaxie finalement. C'est une galaxie là, qui est décrite et qui est d'ailleurs, on voit bien, hein, cet enchaînement de constellations les unes avec les autres. Euh, eh bien, ça recoupe, Thibaut Carrezin, je trouve ça très intéressant, évidemment, le World Economic Forum et votre travail que vous avez déjà pu faire autour de Klaus Schwab, autour de Soros. D'ailleurs, tout à l'heure, vous commencez à citer Soros. Finalement, y a-t-il, selon vous, au moins, comment dire, fonctionnement parallèle, voire lien entre ces différentes galaxies? Pour moi, oui. En fait, tout ça s'intègre à l'agenda 2030. À chaque fois, vous voyez arriver la date 2030. Là, l'agenda dont a parlé Christelle tout à l'heure, c'est l'agenda 2017-2030 sur la stratégie nationale sur la sexualité. Il y a toujours cette date butoir de 2030. Ensuite, vous avez, par exemple, le principe directeurs internationaux pour l'éducation à la sexualité dont j'ai parlé tout à l'heure, qui s'insère dans Éducation 2030, donc une branche de l'agenda 2030. Et oui, en fait, tout ce qui permet d'aller vers l'agenda 2030, c'est-à-dire bah, entre nous, de fracturer de plus en plus ce qui fait le ciment des sociétés, va dans une bonne direction. Oui, oui, pour moi, tout à fait. Ça procède absolument de la même logique. C'est la même logique et en termes d'acteurs, est-ce que vous voyez des recoupements ou pas? Ouais, alors oui, j'ai vu les Rockefeller très présents. Euh, mais Les sinon, Rockefeller très sur la, présents dans la galaxie là sur, on va dire autour de la pédophilie, non, et pas les pédophiles directement. Ils avaient d'abord financé Kinsey, je crois, mais il me semble qu'ils avaient arrêté par la suite. Oui. Euh, Et en fait, c'est d'autres sujets connexes sur la santé, sur la sexualité. Mais là, on s'écarte en fait des standards, c'est-à-dire qu'on va sur d'autres phénomènes. Par exemple, sur les transgenres, vous avez les Rockefeller qui financent, et sur des sujets comme la vasectomie, donc c'est autre chose, hein, mais ça mmh, touche au sexuel quand même. Vous avez la fondation Gates. Et Gates, vous le retrouvez très présent à la Commission européenne, très présent au mmh, forum de Davos. Et les Rockefeller sont aussi très présents au forum de Davos, puisque les Rockefeller étaient en fait les gens qui ont propulsé Maurice Strong, qui est le mentor de Klaus Schwab. mmh, Donc pour l'instant, j'ai juste retrouvé ces deux acteurs. J'ai ouais. retrouvé Gates et j'ai trouvé Donc Rockefeller. Ensuite, il y a d'autres en fondations termes sur diverses d'acteurs, ouais. choses, mais qui vous parleront pas, peut-être pas Ouais, trop. La fondation Gates ou des choses comme ça sur mmh. des sujets. Mais, en tout cas, ce que vous dites, c'est que c'est le même fonctionnement. Ça, c'est intéressant quand même, et comment vous décririez ces fonctionnements finalement, de ces galaxies? C'est-à-dire, Bah, vous avez dit, il y a un parallèle qui est clair, entre, la galaxie, par exemple, du World Economic Forum et ici, aujourd'hui, celle de ce que vous nous avez décrit et montré. Est-ce que finalement, on peut se dire qu'il y a par exemple, des fonctionnements d'autoréférencement, des choses comme ça qu'on peut retrouver, heu oui, mais le fonctionnement d'autoréférencement, c'est classique à toutes ces formes de lobbying. ouais. C'est comme les ONG les articles dans Nature qui sont autoréférents ou qui sont financés par des grandes organisations qui vont être prises en référence. L'autoréférence, c'est là-bas, c'est ce qu'ils appellent science-based lobbying, Mmh. fondé sur la science, mais quand vous regardez les références prises par cette science, c'est soit autoréférent, soit quand vous retracez qui finance qui, on retrouve à peu près les mêmes acteurs. Oui, oui, c'est le mode de lobbying habituel. D'accord. Enfin, traditionnel, habituel. Merci beaucoup en tout cas, Thibaut, Kerlirzin, je rappelle, hein, Ah, merci à vous. cofondateur, de Davocratie et donc
co-auteur avec votre associé Gregor van der Eycken de ce très beau panorama, ce tableau d'analyse où on voit les liens les uns avec les autres de tous les fondements et toutes les sources de ce programme d'éducation à la sexualité qui est promis pour notre jeunesse. Je me tourne vers Christelle Chaumet. Christelle, pour conclure, vous commenciez à le dire, on se demande comment. Alors, la réponse est toujours de dire, évidemment, c'est pas des références qui sont obligatoires, mais malgré tout, ça influence et on le sait très bien. Et puis, on l'a vu à travers justement les témoignages que vous aviez déjà pu décrire, que de toute façon, il y a presque aussi un zèle au niveau de l'école, au niveau des professeurs, de mettre en place cette pédagogie, entre guillemets, pédagogie. Euh, on se demande comment on arrive à des choses pareilles, comment ça se fait que, eh bien, il n'y ait pas ni un niveau d'alerte au niveau gouvernemental, ni au niveau de l'éducation, ni au niveau des professeurs, et comment on peut réagir aujourd'hui. Alors moi, ce que je peux en constater à ce jour, c'est que mon impression, c'est que la France a signé tout simplement ce qu'on appelle un blanc-seing. C'est-à-dire qu'on signe un document dont on n'a absolument aucune idée de ce qu'il est, tout simplement. Mm. Parce que, enfin, aujourd'hui, nous, on fait partie de la société dite civile et on est capable, en fait, de réaliser, déjà, d'une part, nous, de notre côté, on n'avait pas, bien sûr, la compétence de réaliser le travaux de Thibaut parce que c'est son métier. Mais en revanche, on avait déjà la capacité à se poser des questions pour Mm. essayer de comprendre d'où tirent les origines de ces travaux qui posent problème et qui sont dénoncés, je le rappelle encore, par des spécialistes de l'enfance. Ensuite, ben, ce qui se passe, c'est que tout au bout de la chaîne, finalement, on a quoi? On a des applicateurs. Les applicateurs, c'est pas péjoratif, mais c'est quand même une réalité. Ce sont tous ceux qui font partie du corps enseignant ou encore de l'administration de manière Mm. générale, qui bah, font confiance tout simplement aux politiques qui sont mises en place en amont et voilà, et puis qui appliquent. Quand on remet en question, ce qui est quand même fou, c'est de se dire que on a des sommités de la pédopsychiatrie qui dénoncent ça depuis 2017, mais qui sont totalement écartées, voire même qui sont, en tout cas, qu'on Marginalisé, tente de oui. Oui, décrédibiliser oui. aussi, alors que on n'a Comme qui, par aucune exemple? base. Qu'est-ce qu'on décrédibilise? Ben, par exemple, Maurice Berger, Oui. ou encore, Régis Bruno ou d'autres en fait qui se sont positionnés et qui n'avaient aucune espèce d'intérêt à se positionner parce que Mm. derrière on sait que c'est la mort d'une carrière ou la mort sociale. Bon, heureusement ça ne leur est pas arrivé, ils ont pu continuer à exercer, mais si vous voulez, voilà, on a quand même très peu de professionnels qui ont pris le risque, de se positionner parce que tout ça est contraire, quoi qu'il arrive, et bien au développement affectif cognitif de l'enfant parce que la base même de ces programmes, c'est d'être dans des politiques anticipatives, Mm. c'est-à-dire d'agir en amont des questions des enfants, alors qu'on sait pertinemment que c'est tout Ouais, ouais. l'inverse. Alors Do pourquoi ils ne se positionnent pas? Pourquoi vous dites que c'est dangereux pour finir? J'aimerais bien qu'on comprenne bien ça. C'est qu'en fait, il y a aussi toute une force qui va dans ce sens-là et que ceux qui s'y opposeraient perdraient leur poste, seraient, comme vous l'avez dit, d'une certaine façon marginalisés, cornérisés, etc. tout ça, c'est le rôle des médias, Clémence, tout Ouais, simplement. C'est-à-dire que quand on lit, ce qui a été dit au sujet de Maurice Berger, alors que c'était un professeur émérite et connu à évidemment. travers le monde entier, Mm. dès lors qu'il a commencé à dénoncer et remettre en question justement ces politiques-là, on l'a traité de réac, de conservateur, Mm. de complotiste, et Toujours les mêmes cetera. méthodes, Alors ouais. que tout ça n'est clairement pas complotiste puisque toutes les Et références sont, sourcés, ouais. je veux dire, disponibles pour ceux qui ont envie de les trouver. Mm. Donc, c'est pourquoi il y a pas, une majorité de professionnels de l'enfance qui se positionnent? Bah, parce qu'ils ont tout simplement peur pour leur carrière, c'est pas plus Mm. compliqué, Ouais, hein, ouais. voilà, nous, on n'a rien On à revient à perdre, la par exemple, servitude volontaire, dont on parle beaucoup en ce moment malheureusement. ouais. Votre, appel finalement, Christelle Chaumet, pour finir, d'abord, bah, allez consulter, ce très, très beau travail qui a été fait et qui est en ligne donc sur le site des Mamans Louves. Donc allez le consulter, renseignez-vous et ensuite, vous avez une pétition, vous faites beaucoup d'actions, quoi peut-être Oui, alors relayer. avec SOS Éducation, on a travaillé conjointement sur tout ce qui a précédé cette étude, hein, puisque sur cette étude-là, on n'a pas, bossé ensemble, on l'a fait de manière indépendante. En tout cas, ce qu'on a porté ensemble, effectivement, c'est cette pétition qui est Mmh. disponible sur le site de SOSéducation.org qui consiste à demander, bien l'arrêt, de l'éducation à la sexualité, pour, l'école élémentaire,
de toute urgence, voilà. Mmh. Parce que, pour toutes les raisons qui sont, citées dans leur rapport de 200 pages qui a été, rédigé avec, le comité d'experts d'SOS Éducation qui est composé de pédopsychiatres, de Oui, psychologues oui. et professionnels de l'enfance et ensuite, nous, ce que l'on dit, au-delà de cette pétition qui vise quand même effectivement à À mettre faire la du bruit, pression oui, c'est ça. au voilà, c'est en fait, quand on est reçu parce qu'on fait un travail de lobbying politique, c'est-à-dire qu'on va face aux politiques et on leur demande, en fait, des comptes, tout simplement et surtout de prendre leurs responsabilités parce qu'aujourd'hui, là, ils ont la responsabilité du devenir des Bien sûr. enfants de France à travers les politiques éducatives qui sont mises en place. Quand on y va avec, 100 000 signatures, c'est pas la même chose que quand on y va avec 5 000. Vous Mmh. voyez, ça dit bien quelque chose quand même au niveau du positionnement des parents. On a également des sondages qui ont révélé que les parents n'étaient pas favorables à ces mises en place. Et ensuite, moi, je dirais à tous les parents de France de se positionner, c'est-à-dire d'aller voir l'établissement scolaire de leurs enfants et de leur dire qu'ils ne sont tout simplement pas OK Mmh. pour que l'on vienne parler de sexualité, comme on a pu À le faire voir. maintenant, avant la rentrée ou à la rentrée, à votre avis? Ah bah, là, maintenant, je veux dire, pendant les vacances scolaires, il faut quand même être réaliste. Les gens Ouais, vont partir en ouais, congé et puis, les portes des écoles sont fermées. ouais. Donc le travail qui reste à faire, c'est la C'est rentrée. ouais, La rentrée, il va falloir être faire du vigilant à la bruit, se rentrée. positionner et nous, par contre, on appelle vraiment au dialogue parce qu'on est quand même convaincus que c'est pas en étant dans la menace et dans l'excitation qu'on va obtenir, quoi que ce soit pour le bien des enfants, Mmh. voilà. Mmh. Ensuite, on terminera, sur une action encore de lobbying politique où on En présentera cette pleine étude et législative on tout de va même. écrire à Ouais, tous nos députés, ouais, sénateurs qui ouais. sont bien occupés aujourd'hui à savoir quelle place ils vont avoir, prochainement au Tout à sein de fait, mais c'est l'Assemblée. peut-être aussi une façon de leur demander de se positionner aussi sur ces questions-là qui sont absolument fondamentales. Et nous, en tout cas, on en parle. Merci beaucoup, Christelle Chaumet, pour votre travail. Je rappelle que vous êtes vice-présidente des Mamans Louvres, que on peut retrouver toutes ces informations et donc ce tableau interactif eh bien, en ligne sur votre site. Merci encore à Thibaut Kerlirzin qui nous a quittés, consultant en stratégie d'intelligence économique et donc cofondateur de Davocratie. Merci beaucoup à vous deux